Bonjour Pauline et Loïc. Bonjour Comment Sarah. allez-vous? Bonjour à vous. Eh bien, merci. Merci de me donner un petit peu de votre temps. Comme je vous ai dit, j'avais des questions au sujet de la délégation à vous poser. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la délégation, puisque je fais voilà, quelques interviews parmi les gens de mon réseau. Donc, il y a le réseau physique, il y a le réseau virtuel. Avec vous, je suis vraiment dans le réseau virtuel. C'est toi, Loïc, à qui j'ai demandé si tu voulais bien répondre à mes questions. J'avoue que j'ai vraiment hâte que tu me présentes, et toi également, Pauline, ce que vous faites, parce que pour le coup, j'ai dans l'idée que nos échanges, c'était juste ce que je voyais sur Facebook de toi, la photo de toi, donc une idée comme ça globale d'un mec cool qui bosse sur le net, mais je ne sais pas exactement ce que tu fais, ce que vous faites. Donc là, c'est le moment vraiment où je me tais, et puis je vous laisse vous présenter. Ok, ben merci pour cette introduction. Et ouais, en effet, ça fait partie du réseau virtuel qui est pas si petit qu'on le croit en fait, parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est plutôt vrai. Il y a le réseau physique et il y a aussi le réseau en ligne des gens qui bossent dans le digital. Et, euh, et donc, un petit peu pour nous présenter, Pauline et moi, on s'est rencontrés, je crois, il y a 2 ans et demi, virtuellement. En fait, on habitait à Malte tous les deux, mais au final, on s'est vraiment rencontrés virtuellement quand j'étais en Thaïlande et elle était toujours à Malte pour s'entraider tout simplement parce qu'on était tous les deux freelance de notre côté. Moi, j'étais plutôt le gars dans la technique, le design, un peu le couteau suisse de l'Internet. Et je faisais ça depuis 10 ans en tant que freelance. Et puis, Pauline, elle, était côté marketing, contenu, SEO, et donc aussi freelance. Et en fait, on s'est entraidé au début un peu un genre de délégation. Voilà, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider pour résoudre ce problème? Et puis ensuite, on a commencé à collaborer comme ça. Et puis ensuite, je suis revenu à Malte. Et puis, on s'est dit peut-être que ça pourrait être intéressant plutôt que de dire je suis Loïc Moncani, freelance, et plutôt que de dire je suis Pauline, freelance de mon côté, peut-être qu'on pourrait créer notre agence digitale pour pouvoir aider et accompagner les entrepreneurs à avoir plus de présence et à plus de clients sur Internet. Et on a commencé à collaborer. Et puis maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on a créé l'agence et qu'on collabore et qu'on délègue de plus en plus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur votre rencontre, par exemple? Et sinon, en fait, vous pouvez peut-être, tu peux nous présenter cette agence, nous dire à qui ça s'adresse en particulier, par exemple? Ouais, alors pour la petite histoire, l'expertise qu'on a en commun avec Loïc, c'est qu'on fait tous les deux des sites internet. Et un site internet d'un de mes clients était virusé et moi, ça fait pas partie de mes compétences. Et donc, c'était une belle délégation et Loïc m'a sauvé la vie. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était très complémentaires et qu'on s'est dit que à deux, on pourrait aller plus loin que tout seul et puis qu'on avait les mêmes envies et une vision similaire. Et donc, en fait, aujourd'hui, Flower accompagne les entrepreneurs et les PME à plusieurs stades de leur croissance. C'est-à-dire que au démarrage, on fournit des conseils et des formations qui servent à mettre en place les bonnes pratiques dès le début, dès le lancement, pour établir des bases saines, pour que ça puisse ensuite se développer sans passer par l'étape. J'essaye de construire moi-même mon site internet, mais j'ai aucune compétence. Je paye un abonnement sur une plateforme bien connue, mais non efficace. Et je me retrouve 1 an après avec des dizaines et des dizaines de frais d'abonnement pour un site internet qui marche pas. Et puis, j'ai pas avancé dans ma com, j'ai pas récupéré des clients, j'ai pas fait des choses de la bonne manière et j'ai investi des sous un petit peu dans le vide. Ça, c'est ce que nous, on appelle start. Et donc, c'est de l'accompagnement au démarrage en donnant les bons outils, les bonnes clés, les bonnes méthodes. Ensuite, on fait ce qu'on appelle grow. Aujourd'hui, il y a de nombreux entrepreneurs qui ont déjà un site internet, ont déjà une page Facebook, ont déjà un petit peu de référencement, un compte Insta qui tourne un peu au ralenti, mais qu'on continue d'alimenter.
Et ces gens-là, ils se retrouvent dans un monde digitalisé avec une compétition qui est très forte et où finalement, ils ont du mal à joindre les deux bouts parce qu'ils n'ont pas les leviers pour aller plus loin, plus fort et vraiment gagner des parts de marché et convertir plus. Et donc là, on propose un accompagnement sur 3 mois où on fait une refonte de site Internet, la mise en place d'un système de capture d'email, puisque l'email est ce qui convertit le plus aujourd'hui pour pouvoir faire du retargeting. On crée du contenu pour eux. On met en place une stratégie éditoriale ou SEO sur le long terme. Il y a plusieurs choses qui rentrent dans les services qu'on peut fournir, mais l'objectif, c'est le même. C'est de booster la visibilité et de faire décoller en 90 jours. Et ça, pour nous, c'est grow. Et le troisième, c'est du play. Et là, c'est souvent des serial entrepreneurs, des gens qui ont 2, 3, 4 entreprises et qui n'ont jamais eu le vrai besoin d'établir un service marketing en interne ou les moyens d'avoir un service marketing pour chaque entreprise, mais qui ont un vrai besoin de communication et d'évolution avec la digitalisation aujourd'hui. Et donc, c'est de dire, nous sommes votre service marketing dématérialisé. Que ça soit nous qui soyons les exécutants à mettre en place des choses qu'on sait faire en partant de la stratégie jusque la maintenance et l'évolution d'un site Internet ou le management des réseaux sociaux ou des choses qu'on ne sait pas forcément faire. Et dans ce cas-là, on s'appuie sur un réseau d'experts, soit qu'on sous-traite, soit qu'on délègue et qui vont être des gens avec exactement les bonnes compétences pour pouvoir fournir un service clé en main où finalement le client garde une personne de référence, un point d'ancrage, un interlocuteur et toute sa communication et son marketing digital sont dématérialisés de A à Z, de la stratégie à l'exécution, à l'analyse et à l'ajustement. Top! Présentation super claire. Waouh! Donc, vous aussi, vous êtes à 360 degrés dans la délégation. Vous prenez des missions, vous déléguez à d'autres personnes, donc vous êtes complètement dedans comme des poissons dans l'eau. Alors, je pense que vous avez peut-être déjà répondu à ma question suivante. C'était en fait par quoi vous avez commencé dans la délégation. C'est quoi le premier truc que vous avez pu déléguer? Et alors, est-ce que c'est ce dont vous parliez, c'est-à-dire en vous demandant de l'aide de façon réciproque? C'était ça, votre toute première délégation? Alors, pour ma part, je dirais que oui. C'était surtout en fait de l'entraide parce qu'en ayant un réseau de personnes, de freelance en fait, qui ont des compétences différentes, forcément quand on est sur des projets où on va avoir une mission spécifique, mais des fois on va avoir besoin d'aide de la part de quelqu'un d'autre. Donc plus au départ c'était de l'entraide. Forcément, il y a une histoire de délégation et après plus on grandit justement, on rentre dans ce processus-là où on va vraiment déléguer des choses, où c'est moins de l'entraide et c'est juste on donne des missions à quelqu'un pour pouvoir faire une partie d'un projet ou résoudre quelque chose. Et toi, pense Pauline, que c'est la première fois que tu demandais à quelqu'un de faire quelque chose à ta place? non, moi j'ai eu l'occasion de déléguer dans un cadre de salariat et d'avoir une petite équipe à qui je pouvais donner des choses à faire. Dans la collaboration que nous, on a eue, il y a eu cette délégation entre nous deux. Et puis, on a eu une première expérience de délégation où on avait un petit peu cette croyance que pour déléguer, il fallait être riche et que c'était des sous qu'on n'aurait pas nous. Et quand on démarre, on n'en gagne pas forcément beaucoup. On a des frais qui sont élevés, des outils à mettre en place, à mensualiser, le comptable, etc. Donc, on a été un peu frisquet et on a fait une erreur de débutant. On a été sur Fiverr. Et puis, on a fait appel à des gens dans un pays où les salaires étaient plus bas. Et on y a passé beaucoup de temps dans l'explication, mais surtout, on a quasiment tout refait derrière. Et on a passé de très nombreuses heures à essayer d'expliquer ce qu'on voulait, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on ait une identité graphique cohérente, pourquoi est-ce que
il fallait que ça soit rédigé de telle ou telle manière, etc. On a eu du mal à faire le virement, on a eu du mal avec les horaires. Enfin, là, ça a été notre première expérience de délégation en tant qu'agence. Et puis, on s'est dit, on va plus déléguer. C'était quoi comme mission? C'était pour des visuels Instagram avec des conseils en marketing digital et des citations. Et c'était pas les bonnes couleurs, c'était pas les bonnes polices, c'était pas les bons visuels. Il y avait rien de bon et on s'est fait une jolie migraine. Et après, on a pu déléguer pendant quelques mois jusqu'à ce que on devienne, nous, on a fait un petit peu de marque blanche, donc on nous a délégué du travail. Et puis, on a pris des projets qui étaient plus gros et on s'est rendu compte qu'en déléguant à un juste prix, à une juste valeur, en fait, au lieu de gagner moins, on gagnait plus, puisqu'on allait plus vite, plus fort, plus loin. Et c'est là qu'on a commencé à déléguer de manière efficace et à se mettre à la recherche de partenaires en qui on avait confiance pour la qualité du travail et davantage aussi se reposer sur eux et donc du coup réfléchir différemment dans notre stratégie à nous. Ça m'emmène vraiment sur la suite. Vous êtes passé de ce que tu appelles une mauvaise délégation à une bonne délégation. Donc, vous avez changé des choses dans votre façon de penser, dans vos pratiques. C'est quoi? Pour conseiller vraiment quelqu'un qui a envie, mais qui a encore vraiment peur, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour passer de solo-entrepreneur à quelqu'un qui délègue, de freelance à quelqu'un qui se considère comme entrepreneur ou d'entrepreneur à businessman ou woman? Je pense que déjà, en fait, il y a jamais un niveau où on peut se dire bon, délégation, parce que c'est toujours une histoire de rapport à l'humain et que nous-mêmes, en fait, on n'est pas encore, on évolue tout le temps dans cette histoire de délégation. Quand on a eu ces premières erreurs, ensuite, on a appris de ces erreurs et puis on a commencé à rédiger des fiches pour nos différents process au sein de l'agence. Donc, par exemple, quand on rédige un article, comment on rédige l'article, quels sont les éléments qu'il va falloir avoir. Et puis, on a créé tout simplement au départ un dossier dans Google Drive et puis on a commencé à rédiger des fiches en mettant comment on fait ça, etc. au sein de l'agence. Ce qui permet aussi, quelque part, de créer aussi une culture en interne, voilà, d'avoir une espèce de documentation, de base de connaissances. Et voilà. Ensuite, je pense que c'est une histoire d'être clair sur les briefs, d'avoir des bons cahiers des charges, d'avoir comment dire, des prérequis ou des demandes spécifiques. Sûrement que on parle de, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un truc qui s'appelle, un acronyme, ça s'appelle SMART, pour parler Oui, d'objectifs. les critères de réussite. Voilà, exactement. Mais après, voilà, c'est aussi des étapes où on a appris que en déléguant, on fera jamais comme si c'était nous-mêmes, en fait. On peut pas se cloner, on peut pas se dupliquer. Et on est arrivé aussi à un stade où on a pris beaucoup de projets, on a pris beaucoup de choses qu'on a voulu déléguer, ou soit au final on voulait tout faire. Et ça marche moins bien parce que on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, qu'on ne pouvait pas se cloner. On ne pouvait pas se cloner, on devait déléguer et que quand on déléguait, la personne n'allait pas faire le même travail que nous. Donc du coup, voilà, ça a été aussi une vraie source d'apprentissage. Et puis je pense que c'est plus on avance dans la délégation, plus on apprend et plus on améliore le processus pour pouvoir avoir une vraie délégation qui marche. Et surtout, au-delà d'une délégation, je pense que le plus important, c'est d'avoir une relation qui est instaurée avec le prestataire avec qui on travaille. Parce que c'est pas la même chose que demander à une personne de faire une tâche une seule fois et ensuite merci, au revoir, et décider de faire confiance et de parcourir un bout de chemin avec un prestataire, de lui déléguer certaines choses. Et puis une fois qu'il rentre dans la culture d'entreprise, qu'il est intégré et qu'il connaît, qui sait comment on fonctionne, de pouvoir justement continuer et apprendre aussi.
Top. Pauline, tu aurais quelque chose à rajouter? Ouais, ça va faire un petit peu sagesse de Yoda, mais Loïc m'a appris que la perfection est le meilleur ami de la procrastination. Et à vouloir que tout soit parfait, en fait, ben, il y a plein de choses qu'on ne mettait pas en place. Donc, j'ai appris à baisser un petit peu, pas dans la qualité, mais dans l'exigence et pas forcément à faire toujours les choses à 150% et surtout à reconnaître que plusieurs chemins peuvent mener à Rome et qu'on arrive toujours à Rome. Euh, il y a aussi pour moi, deuxième leçon que j'ai appris, c'est on récolte ce qu'on sème. Donc, investir dans de la délégation correctement payée et dans une relation à long terme, parce que ça prend du temps d'expliquer tous ces process, ces modes de fonctionnement, ces outils, etc. Ça permet d'avoir des collaborations qui sont très fluides. Et aujourd'hui, on a des gens à qui on délègue des choses où on a une communication minimale pour un travail super bien fait parce qu'on a pris le temps au début de dire ben, je t'explique comment on fait un rapport de réseaux sociaux pendant 2 heures, je te montre, je te forme, je t'explique. Bah, aujourd'hui, j'ai relu en travers, j'ai corrigé une faute de virgule, j'ai envoyé et j'ai gagné 2 heures de travail. Donc voilà. Et puis, ma troisième petite sagesse de Yoda, c'est les bons outils. On a mis longtemps, alors qu'encore une fois, Loïc me disait, il faut qu'on investisse. Moi, je suis une grande fan de Trello et je pense que ça correspond bien à la pensée en arborescence et aux gens qui sont très visuels, mais pas forcément à d'autres qui ont besoin d'avoir des to-do list et des tâches qui sont très bien mises et au fait de pouvoir bien timer son temps, organiser en équipe, mettre plusieurs personnes, rajouter. Donc, nous, on a choisi d'investir dans ClickUp, qui est un équivalent à Asana ou à Monday, mais qui est un logiciel de gestion de projet qui nous permet d'être plus clair dans nos besoins, de valider les différentes étapes et de les exprimer clairement, de fixer des deadlines qui sont clairs, des objectifs qui sont transparents, de garder un œil sur l'avancée des projets et ça permet aux personnes à qui on délègue d'avoir une communication fluide, de nous demander de l'aide et nous, on a des notifications rapidement, donc on peut aller intervenir de manière rapide au cas où il y a un blocage. Et puis de tout centraliser pour que, en tant que chef d'entreprise, on puisse avoir une vision globale, même sur les projets dans lesquels on n'est pas forcément investi, mais pour être sûr qu'on continue bien à aller dans la bonne direction. Et donc, l'investissement dans les bons outils, pour nous, a eu un impact positif sur la délégation. Super. En tout cas, c'est vraiment drôle d'entendre les mêmes conseils expliqués complètement différemment selon les entrepreneurs qui racontent. Mais au final, ouais, les grandes leçons du Yoda, comme tu dis, ce sont un petit peu les mêmes. Et en tout cas, de mon point de vue, apprendre à déléguer, c'est aussi une belle leçon d'entrepreneur, une leçon d'humilité et avant tout, ça reste des relations humaines, donc c'est super intéressant. Vous déléguez beaucoup de choses, vous déléguez de la technique, vous déléguez de l'administratif, vous pensez que tout peut se déléguer ou pas? On délègue un petit peu de tout. Il y a des choses qu'on échoue encore à déléguer, sur lesquelles on a essayé et où on n'a pas trouvé la synergie qu'on cherchait. On délègue notre comptabilité, un comptable parce que ni l'un ni l'autre on l'est. On délègue de la rédaction, du SEO, de la construction de sites WordPress. On délègue des choses techniques qu'on ne sait pas forcément faire. Ou des choses sur lesquelles on n'a pas le temps, ou des choses sur lesquelles notre valeur ajoutée est plus forte ailleurs. Et selon ce qu'on délègue, c'est pas le même type de délégation. Par exemple, sur des choses techniques, ça va pas être la même manière de déléguer. Et sur des choses de SEO et contenu, c'est pareil. C'est toujours un peu différent selon les prestataires, j'ai l'impression. Enfin, selon les types de services qu'on délègue. Et puis on a différents niveaux en fait. On a des choses qui aujourd'hui sont en autopilote parce qu'on a vraiment trouvé les bons prestataires et qu'ils ont su s'imprégner des projets et que c'est des projets sur la durée. Par exemple, on a une community manager qui gère plusieurs pages de réseaux sociaux en autopilote et je n'ai qu'un œil de
validation et de communication avec le client. Et on a des projets sur lesquels on délègue une toute petite partie parce que il y a quelqu'un qui saura le faire 5 fois plus vite que nous et que voilà. Tout à fait. Après, oui, quand tu crées une relation et que, alors vous êtes plutôt en mode agence, mais par exemple, les solo-entrepreneurs, lorsqu'ils cherchent quelqu'un qui peut évoluer en bras droit, évidemment, les premières expériences Fiverr ou des choses comme ça peut un petit peu glacer parce qu'on se dit, c'est ça, déléguer c'est super froid, alors que pas du tout. C'est vraiment de la relation humaine. Tout à l'heure, tu parlais de Fiverr. Tu as parlé aussi d'une autre plateforme où tu peux avoir de la délégation vraiment pas chère, en effet, puisque les filles, les gens sont à l'étranger et le taux est beaucoup plus bas. Du coup, ça m'amène sur la question schling, la question de l'argent. Donc, forcément, tu expliques, vous expliquez, vous avez évolué. Maintenant, vous en êtes où sur l'argent? Comment vous trouvez le juste prix, le bon accord? Est-ce que vous êtes de la team qui paye à l'heure ou plutôt au forfait? Parce qu'il y a tout un débat. Comment vous avez évolué là-dedans? C'est un débat qui est aussi en interne au sein de l'agence entre Pauline et moi, parce que justement avec des outils de gestion de projet comme ClickUp, il y a cette notion de temps en fait, de combien de temps on met pour faire une tâche, de cliquer sur le bouton pour pouvoir calculer son temps, savoir combien de temps on a mis pour faire une certaine tâche. Et c'est un peu compliqué, je pense que ça dépend un peu des projets, des clients, comment ils veulent payer. On tend de plus en plus à s'éloigner du temps, enfin de payer à l'heure ou de payer au temps, parce qu'on estime que notre valeur ajoutée, elle est pas dans le nombre de choses qu'on peut effectuer en 1 heure. Elle est plutôt dans le conseil, dans ce qu'on apporte aux entreprises, c'est-à-dire d'obtenir plus de clients, d'avoir un meilleur chiffre d'affaires, etc. Et c'est un processus qu'on fait en quelques semaines et en quelques mois, et ça permet. C'est pas une histoire de temps en fait. On peut faire un site internet en un jour, mais ça veut pas dire que le site internet va permettre d'avoir plus de clients. Il y a toute une réflexion derrière. Et avec les prestataires à qui on délègue, justement, ça dépend. Et s'il y a un gros bug, ça se trouve, ça va prendre du temps, mais il va falloir. Donc, ça va être un prix à la journée, parce qu'on parle de plateformes comme Fiverr, il y a aussi Upwork, il y a 5euros.com, il y a aussi Malte.fr, qui est une plateforme de freelance qui est française, et sur laquelle, voilà, on paye à la journée. Et les prestataires nous font des devis en fonction de combien ils pensent que ça va prendre de temps. La difficulté est que pour la plupart des gens, et c'est aussi un problème, à mon avis, qui est commun chez les gens du web, c'est que maintenant, tout le monde est devenu développeur en 2 mois et tout le monde est devenu prestataire ou fait du social media, des réseaux sociaux. Enfin, tout le monde est devenu remote worker, digital nomade, assistant virtuel, etc. Sauf que tout le monde n'a pas la même formation et que du coup, quelqu'un qui a plus d'expérience est capable de mesurer son temps, est capable de quantifier et de dire pour résoudre ça, je vais mettre X heures et en X heures, ça va être résolu. Mais moi, c'est mon impression un petit peu sur l'état de l'art, un petit peu du web aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui débutent ou qui sont encore jeunes en termes d'expérience et qui ont du mal à quantifier vraiment combien de temps ils vont mettre pour résoudre un truc. Et donc, du coup, pour déléguer quelque chose à quelqu'un, c'est un peu compliqué quand la personne n'est pas forcément capable de dire je sais combien je vais faire ça en tant de temps. En tout cas, de mon point de vue, et puis c'est la discussion qu'on a là avec les personnes que je forme, moi, forcément, je leur déconseille de travailler à l'heure. En tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça parce que ça va les rassurer de demander un tarif à l'heure. Donc, de leur côté, je comprends, c'est rassurant parce que c'est simple.
12, 14, 30, 40, qu'importe combien tu décides de demander de l'heure, mais c'est simple. Sauf que ça signifie que les débutantes, donc plus lentes, vont gagner plus. Alors, bon, on essaye de discuter beaucoup de ça, d'avancer là-dessus, mais les choses sont faites à l'envers. Comme tu le dis, évidemment, c'est au bout de, je sais pas, c'est quand tu as fait quelque chose, combien de fois que tu sais vraiment combien de temps ça prend dans l'absolu, parce que combien de temps toi tu mets, c'est encore une autre question. Donc, c'est un peu souvent, c'est parce qu'on n'a pas envie de discuter d'argent aussi que certains entrepreneurs ne délèguent pas. Comment vous pouvez trouver une solution pour certains? Je crois que facturer à l'heure, c'est pas se faire confiance. C'est dire, je donnerai le truc au bout, comme ça, je suis sûre d'être rétribuée à ma juste valeur. Et en l'occurrence, on ne vend pas seulement un taux horaire, on vend des compétences, on vend de l'expérience, on vend tout un tas de choses. Et le syndrome de l'imposteur devrait disparaître pour que les gens osent dire il y a un tarif, je t'apporte un service, la baguette, on la paye, l'intervention sur le site web, on la paye, la rentrée d'articles sur le site web, on la paye et c'est juste. Donc, je trouve la facturation à la tâche plus juste. Après, quelqu'un qui est plus lent, il fait aussi sa formation en même temps, donc ça remet de la justesse. Quelqu'un qui est plus rapide, c'est parce qu'il a passé des heures à pratiquer, parce qu'il a acquis des automatismes, parce qu'il a acquis des outils, ou parce que lui-même, il délègue derrière, et que ça, c'est sa valeur ajoutée à lui, et que donc, j'ai envie de dire, si tu peux faire 1 kilomètre en 3 minutes et quelqu'un d'autre le fera en une demi-heure, mais c'est cool pour toi parce que tu t'es acheté une voiture et tu as investi dans ta voiture et donc tu mérites d'être payé le même prix. Il y a un seul prestataire avec qui on travaille toujours à l'heure parce que c'est un confort pour moi. C'est un client qui a toujours beaucoup de choses qui sortent du cadre du premier projet. Et donc, c'est de dire, je rajoute tout le temps un peu des trucs. Est-ce que tu peux me refaire une vidéo? Tu peux me recréer une page Facebook? Est-ce que là, tu peux me recréer un post? Est-ce que là, tu peux me faire une campagne, etc. Et donc, là, pour le coup, c'est plus pour être sûr que comme c'est un projet en évolution constante, le travail soit rétribué à sa juste valeur parce que sinon, moi, je demande et les gens n'osent pas forcément dire « Ah, mais j'ai fait 11 heures en plus, tu peux me les payer. » Donc là, pour le coup, il y a une vraie tenue. Parler d'argent, c'est assez désagréable pour tout le monde, surtout pour les Français qui ont du mal à le faire. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis ou par exemple à Malte, il y a une approche qui est différente de l'argent. Ce n'est pas d'en parler qui est désagréable, c'est de devoir payer pour celui qui ouvre son portefeuille. Et donc, du coup, ça met mal à l'aise l'autre en face. Il y a encore un autre rapport à l'argent, mais si on demande à déléguer quelque chose, c'est parce qu'on a un besoin. Ce besoin, il mérite une compensation, quelle que soit sa forme. Donc, en fait, c'est OK d'en parler. Après, il ne faut pas oublier dans ces tarifs qu'il faut rajouter, surtout à la tâche, la marge de bug, la marge d'erreur, la marge de communication, de retour, etc. Et c'est l'erreur que font souvent des gens qui débutent pour assister dans le web, c'est de dire, moi, j'ai fait mon taux minimum, ouais, mais tu as oublié que le client, il allait t'envoyer 52 mails, 32 WhatsApp et 50 Messenger, et qu'il allait te demander 3 visios en plus. Et donc, souvent, elle ne facture pas assez. Mais pour avoir été dans la position de personne à qui on délègue et personne qui délègue, il faut parler d'argent. En fait, des bases saines, ça fait une collaboration saine. Et puis, il faut être capable de dire ses prix. Et puis, si c'est trop cher, c'est que c'est peut-être pas le bon match. Et si c'est pas assez cher, il faut fuir aussi. Il faut trouver un juste milieu, je pense. Pendant que je fais les interviews, j'essaye toujours de trouver le titre que pourrait porter cette interview. La vôtre, je sens vraiment quelque chose autour de la confiance. Est-ce que c'est l'idée générale sur laquelle vous aimeriez terminer ou est-ce que ce serait votre message principal? Oui, clairement, je pense que c'est une histoire de confiance. Après, on pourrait aussi discuter de notre relation, enfin, par rapport à la délégation. On se pose aussi la question des fois, justement, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de déléguer, mais quand l'entreprise grandit, on se demande aussi est-ce que ce serait pas bien d'employer. Et donc, du coup, là, on parle dans cette interview de délégation et de relations de confiance, etc. Et nous, on arrive aussi à un stade où on délègue,
Mais est-ce qu'à un moment donné, quand l'entreprise grandit, c'est aussi intéressant d'employer? La question, elle est ouverte, j'ai pas de réponse. Parce qu'il y a vraiment une différence entre déléguer certaines choses et puis avoir un employé à temps plein. Mais je pense que dans l'histoire de la délégation, c'est la confiance et puis c'est surtout une vision commune où voilà, s'entourer de gens à qui on délègue des choses, mais pas que pour déléguer, mais aussi pour les inviter à rejoindre la vision dans laquelle on est en fait. Les inviter en disant, voilà, moi c'est mon projet, je fais ce genre de choses et je veux t'inviter à être acteur, à participer, à m'aider à grandir et je t'aide à grandir aussi. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la délégation, c'est parce que à un moment donné, si on délègue quelque chose, c'est qu'on doit se concentrer sur des choses plus importantes, nous, en tant qu'entrepreneurs, mais ces personnes-là, le fait de leur déléguer des choses, ça leur permet aussi de grandir. Donc, c'est une histoire de confiance, je pense, et d'entraide avant tout, parce que oui, il y a une histoire d'argent, on aide des gens à gagner leur vie, mais eux aussi, ils nous aident à gagner leur vie, donc c'est complètement égal, en fait. Super. Est-ce que, avant de nous quitter, vous auriez aimé encore partager quelque chose, alors sur la délégation ou sur une autre thématique ou sur votre activité, un dernier mot pour tout le monde? Vas-y, Pauline, je te laisse dire un dernier mot et après j'en dirai un. Euh, un petit dernier Yoda. L'échec est le plus grand des professeurs. Apprenez et faites-vous confiance. Merci. Et pour moi, je pense que c'est un peu dans la même ligne, en fait. Quand on délègue, on va forcément faire des erreurs. Et puis, c'est surtout le plus important, ce sera jamais la même chose que si on le faisait nous-mêmes. Et faut arrêter avec cette idée, justement, c'est stop, vous trouverez pas un autre vous. Il n'y en Et a c'est qu'un OK. seul, il y en a qu'un seul et c'est OK. Et juste, vous devez trouver des gens qui ont la vision et puis des gens qui veulent vous aider à accomplir vos rêves justement en prenant part à votre entreprise, en leur déléguant des choses parce que ça va pouvoir leur apporter du réseau, des connaissances, de l'expérience. Et je pense que c'est surtout aussi ça, la délégation. Et c'est comme ça qu'on le voit, c'est que c'est une histoire de réseau. C'est qu'en ayant délégué quelque chose une fois à quelqu'un, il est rentré dans notre réseau et puis on va le conseiller à quelqu'un d'autre, etc. Et puis de fil en aiguille, on, on tisse une toile qui permet d'accomplir de grandes choses. Super. En tout cas, merci beaucoup, Pauline et Loïc. Vos messages étaient vraiment super justes, mais beaux aussi. Et ça donne. Bon, alors moi, je délègue, mais je me dis, si je déléguais pas, ça me donnerait envie de déléguer, ça me donnerait envie et le courage de faire croître mon activité, ma société, mon entreprise. Et je trouve que vous êtes une très, très jolie équipe. Donc, vraiment, merci. Et puis, merci d'avoir participé à l'interview, d'avoir pris de votre temps. Et ben, j'espère vous rencontrer, alors peut-être à Malte. Sinon, Mais oui, oui, hein, on en a déjà parlé, Sarah, donc peut-être ouais. on se rencontrera à Malte. J'espère C'est que pas loin. 2000, on est quoi, 21? 2021 sera l'année de la rencontre autour d'un événement. C'est ça. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir donné la parole. Avec plaisir. Ciao tout le monde. Bonne fin Ciao. de journée.